va pouvoir introduire cette belle série de présentations par Sarah Lachance, doctorante en génie mécanique, qui vient nous parler de soutien adapté pour un bien-être assuré. Merci de l'accueillir avec beaucoup d'applaudissements. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce soir. Est-ce que tout le monde est assis confortablement pour commencer la soirée? Oui, super. Mais là, c'est ça, ça va encore bien normalement à ce niveau-là parce que c'est la première présentation de la soirée. Mais moi, je peux... Ah, j'ai pas le petit pointeur. OK, j'étais comme, faut que je change de slide. Puis là, ça marchait pas. OK. Donc, est-ce que vous êtes confortable? Vous m'avez dit oui. Mais là, normalement, c'est ça. Ça va encore bien parce que c'est la première présentation de la soirée. Mais moi, je vous garantis là, que d'ici la fin de la soirée, à au moins une reprise, si c'est pas 6 ou 7, là, vous allez ressentir un certain inconfort puis vous allez devoir vous changer de position sur votre chaise. Puis là, ça, je vous rassure, là, c'est vraiment normal parce qu'en fait, le corps n'est pas fait pour rester trop longtemps dans la même position, assise ou couchée. Parce qu'il se passe quand on est assis sur une chaise, par exemple, bien, c'est que tout le poids de notre haut du corps vient s'appuyer sur la chaise. Puis la chaise, elle, en retour, vient appliquer une certaine pression sur nos fesses. Puis nous, bien, dans notre corps, on a des os qui sont durs aussi. Donc, tout ce qui est entre les os de notre corps puis la surface de la chaise vient être écrasé. Puis ça fait un peu comme un sandwich. Donc, on va avoir les os, la surface dure de la chaise, puis tout ce qui est entre va venir être écrasé. Puis généralement, ça, c'est une couche de muscle puis une couche de peau. Puis ces tissus-là, s'ils sont écrasés trop longtemps ou trop fortement, bien, il y a des risques qui s'endommagent. Donc, nous, dans le fond, qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on est assis trop longtemps dans la même position? Bien, c'est que notre corps va nous envoyer un certain signal pour changer le mal de place. Donc, nous, avec ce signal-là, on va changer de position, soit de façon consciente là, ou de façon inconsciente. Donc, on va peut-être juste croiser notre jambe gauche au lieu de notre jambe droite, par exemple. Puis ce signal-là que notre corps nous envoie, bien, c'est l'inconfort. Puis, sans s'en rendre compte, on est vraiment chanceux de pouvoir réagir à cet inconfort-là parce qu'il y a des patients dans les hôpitaux qui n'ont pas ces capacités-là. Donc, on peut penser aux patients qui sont paraplégiques, par exemple, donc qui ne sont pas capables de ressentir l'inconfort, ou aux patients qui sont très malades, donc qui ont perdu beaucoup de masse musculaire, puis qui sont capables de réagir, bien, qui sont capables de ressentir l'inconfort, mais qui ne sont pas capables de bouger leur corps par eux-mêmes, donc qui ne sont pas capables de réagir à cet inconfort-là. Puis, ces patients-là, à cause de ça, sont vraiment propices à développer des lésions de pression. Donc, les lésions de pression, c'est notre petit sandwich de tantôt, là. Donc, quand notre muscle, puis quand notre peau, en fait, puis nos muscles sont écrasés trop longtemps ou trop fortement, bien, tous les petits vaisseaux sanguins qui se retrouvent à l'intérieur sont brisés. Puis ça, bien, ça limite l'apport en sang puis en nutriments nécessaires à la régénération de la peau puis des muscles. Donc, à ce moment-là, bien, la peau puis les muscles vont finir par mourir puis se décomposer. Donc là, je sais qu'une image vaut 1000 mots, OK? Dans la majorité des cas. Mais là, rassurez-vous, je ne vais pas vous montrer des vraies photos de lésions de pression parce que moi-même, ayant le cœur sensible, j'ai bien de la difficulté à regarder des vraies lésions de pression. Donc, je ne voulais pas vous faire subir ça, puis je ne voulais pas me faire subir ça non plus. Donc, j'ai trouvé un beau petit schéma qui représente quand même bien c'est quoi une lésion, mais sans donner mal au cœur. Fait qu'on va continuer avec ça. Mais s'il y a des gens qui sont vraiment curieux, il y a plein de photos sur Internet. Fait que je vous encourage pas. Je vous encourage vraiment pas à aller les voir, mais c'est à vos risques et périls. Là, on est tous des adultes. Fait que vous faites ce que vous voulez. Mais là, on va continuer avec le petit schéma. Donc, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs stades de lésion de pression. Donc, le stade 1, par exemple, bien, c'est une lésion qui est quand même assez légère, puis ça va ressembler un petit peu à une éraflure, là, comme quand on tombe sur de l'asphalte, par exemple. Mais le stade... Oh non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça que je voulais faire. Donc, le stade 4, par contre, ça peut vraiment créer des trous là, dans la peau des patients parce que la peau puis les muscles se décomposent, puis il n'y a rien pour les régénérer. Donc, les lésions de pression, c'est vraiment pas optimal, mais c'est surtout vraiment pas optimal pour les patients qui ont déjà une santé assez précaire. Donc, dans les hôpitaux puis dans les centres de soins, il y a des matelas thérapeutiques qu'on appelle qui sont faits pour limiter l'apparition des lésions de pression. Donc, comme vous pouvez voir, c'est des matelas qui sont assez différents de ce qu'on peut retrouver là, dans nos maisons ou dans les magasins grande surface, un peu comme les boutiques Dormez-vous ou dans les boutiques au lit. C'est vraiment des matelas qui sont spécialisés pour le domaine médical. Donc, il y a des types de mousses différentes, il y a des géométries différentes, puis ils ont vraiment des caractéristiques là, spécifiques pour limiter l'apparition des lésions de pression chez les patients. Puis au Québec, il y a plusieurs compagnies québécoises qui fabriquent ce genre de matelas-là, mais les techniques pour fabriquer les matelas de pression, les matelas de lésion de pression en ce moment, sont quand même assez pas très efficaces, puis sont un peu archaïques, là. Fait que les compagnies, souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont utiliser une technique qu'on appelle l'essai-erreur. Fait qu'ils vont concevoir un matelas, ils vont le fabriquer dans leur usine,
Puis après ça, ils vont aller le tester dans les hôpitaux. Puis là, bien, par rapport à la rétroaction du personnel soignant, puis des patients, bien, ils vont modifier ou non leur concept de matelas avant de le commercialiser. Donc, c'est une technique qui est quand même assez longue, puis qui est quand même assez coûteuse aussi. Puis c'est surtout pas une technique qui permet de savoir si notre matelas va être bon ou pas avant d'aller le tester pour vrai dans les hôpitaux. Donc, moi, mon projet de recherche, c'est de développer un outil qui permettrait de prédire la performance d'un matelas thérapeutique avant même qu'il soit fabriqué. Donc, ce que j'aimerais, c'est développer un logiciel qui permet de savoir si notre matelas va être bon ou pas avant de le fabriquer pour vrai dans notre usine. Là, je sais que le terme performance, c'est un terme qui est quand même assez flou et subjectif. Là. Par exemple, moi, mon auto, là, pour que je considère que mon auto soit performante, il faut qu'elle puisse m'apporter du point A au point B en roulant. Mais mettons, j'ai des amis qui aiment vraiment les autos, là, puis eux, pour qu'elles soient performantes, il faut que le bruit de l'auto soit beau au démarrage, il faut que la conduite soit sportive, il faut que le look de l'auto soit beau. Bref, ils ont des listes longues comme le temps d'attente aux urgences, là, si on veut rester dans le même thème. Donc, c'est pour ça que, pour éviter toute confusion, moi, j'ai décidé de définir la performance d'un matelas thérapeutique comme étant sa capacité de prévenir les lésions de pression, puis le confort que le patient, en fait, va ressentir quand il va être couché sur le matelas. Donc, ce que j'aimerais, c'est développer un logiciel qui permet de créer virtuellement des matelas, puis de les évaluer par rapport à ces deux caractéristiques-là. Un petit peu comme un GPS. Puis là, je sais que ma comparaison semble douteuse, mais comme restez avec moi, je pense que vous allez comprendre vers où je veux m'en aller avec ça. Donc, un GPS, là, quand on lui demande un certain trajet, bien, on lui dit, OK, je suis au point A, puis je veux me rendre au point B, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Puis lui, bien, sans nous le dire, il va tester plein de trajets différents, puis il va nous afficher peut-être les 2-3 meilleurs qu'il considère dans le moment par rapport au trafic puis par rapport à la construction, par exemple. Puis bien, à ces trajets-là, il va associer un certain temps puis un certain nombre de kilométrages. Puis nous, par rapport à nos besoins dans le moment, on va choisir le trajet qui nous convient le mieux. Fait que moi, si je suis vraiment pressée le matin, je vais prendre le trajet qui est le moins long. Mais si j'ai vraiment plus de gaz dans mon auto, je vais peut-être choisir le trajet qui prend le moins grand nombre de kilométrages. Donc, moi, j'aimerais ça que mon logiciel fasse un petit peu ça, mais pour les matelas. Donc, j'aimerais qu'une compagnie lui dise, OK, bien moi, je veux créer un nouveau matelas pour un certain type de patient, puis que mon logiciel soit capable de créer, par exemple, 3 concepts de matelas virtuels. Puis que pour ces matelas virtuels-là, il soit capable d'évaluer les 2 critères de performance que j'ai énoncés plus tôt. Donc, il soit capable, par exemple, de dire, bien, pour mon matelas A, lui, il est bon à 7 sur 10 pour prévenir les lésions de pression, mais il est bon à 6 sur 10 pour le confort, et ainsi de suite pour mes 3 matelas, pour que la compagnie qui a fait la demande à mon logiciel soit capable de faire un choix éclairé sur le prochain matelas qu'il va vouloir concevoir. Donc, pour faire ça, j'ai plusieurs choses à faire, puis je ne suis pas toute seule non plus sur le projet, mais de mon côté, j'ai 2 grands aspects à aller explorer. Donc, pour commencer, il faut que je comprenne, bien, qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on est couché sur un matelas. Puis là, pour faire ça, j'ai décidé d'analyser une situation qu'on est tous capables de faire ensemble aujourd'hui. Fait que je vais vous demander de prendre votre doigt. Inquiétez-vous pas, là. Puis si tout le monde pèse, sur sa cuisse, bien, vous allez remarquer que si vous pesez fort, bien, ça renfonce beaucoup. Puis si vous pesez tout légèrement, bien, on dirait qu'il y a juste la peau qui s'étire. Fait que moi, c'est un peu ça que j'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre, bien, quand on pèse sur notre peau, puis quand on pèse sur notre muscle, bien, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces tissus-là? Fait que comment ils s'étirent? C'est quoi les contraintes mécaniques qui sont à l'intérieur? Pour essayer de trouver, bien, est-ce qu'il y a une force maximale avec laquelle on peut peser sur notre corps avant qu'il y ait des risques d'apparition de lésions de pression? Puis cette force-là, ça me permettrait d'établir un seuil qui me permettrait d'établir mon critère de performance par rapport à l'apparition ou non des lésions de pression. Puis le deuxième aspect que je veux explorer, ça serait quoi la position la plus confortable du monde? Donc, si vous et moi, on avait à rester couchés pour le restant de notre vie, bien, ça serait dans quelle position qu'on aimerait ça être placé? Puis pour faire ça, c'est vraiment le fun, parce qu'on fait des tests avec des participants dans un laboratoire. Fait que dans notre labo, on a un lit instrumenté, qu'on appelle, qui a été développé dans le cadre d'un ancien projet de maîtrise. Puis ce lit-là est composé de 40 lattes qui peuvent bouger là, de haut en bas, indépendamment les unes des autres. Fait qu'avec ce matelas-là, on est capable de faire tester à nos participants plusieurs positions. Fait que là, comme un peu on peut voir en haut, là, je vais me tasser pour que vous voyez bien. Le lit est capable de se placer dans certains profils, puis c'est ces profils-là qu'on fait tester à nos participants. Donc, nous, à l'interne, on a préalablement choisi 4 profils qu'on fait tester à nos participants. Puis là, bien, j'ai une petite vidéo pour vous montrer comment que le lit fonctionne. Donc, comme vous pouvez voir en ce moment, le lit est tout à l'horizontale. Il est à l'horizontale, mais à la même hauteur. Puis là, il va se mettre à bouger comme ça. Puis là, on peut voir que le profil du lit épouse pas mal plus les formes de mon corps qu'il faisait avant. Oui, parfait. J'étais comme moi. Ouais, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, ça épouse pas mal plus les formes de mon corps. Puis, c'est un peu sous ce principe-là qu'on fait tester des positions à nos participants. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un tournoi des champions avec les 4 positions qu'on a préalablement sélectionnées. Donc, on fait des matchs
entre chaque position, puis on détermine un gagnant pour chaque combinaison possible. Puis à la fin, avec toutes les combinaisons possibles qu'on a testées, on est capable de déterminer, selon notre participant, c'est laquelle, lui, la position qu'il a trouvée la plus confortable. Puis ce qu'on espère, c'est qu'avec tous les participants qu'on va tester, qu'on soit capable de trouver une corrélation. Fait qu'on aimerait ça pouvoir dire, à travers les 100 participants qu'on a testés, il y a 85 % qui ont préféré la position 3, par exemple. Puis là, en ayant déterminé c'est quoi la position la plus confortable pour nous à l'interne dans notre laboratoire, on va être capable de définir un critère de performance par rapport à cette position-là de confort optimal. Donc, si je résume mon projet, mais à l'inverse, en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je détermine mes 2 critères de performance qui sont en lien avec l'apparition des lésions de pression, puis en lien avec le confort que le patient va ressentir quand il va être sur le matelas. Puis avec ces 2 critères-là, dans le fond, le logiciel que je vais développer va pouvoir créer plusieurs concepts de matelas virtuels, puis de les évaluer par rapport à mes 2 critères ici. Puis avec ces évaluations-là, les compagnies fabricantes de matelas thérapeutiques vont pouvoir faire des choix éclairés sur le prochain matelas qu'ils vont vouloir concevoir et fabriquer dans leur entreprise. Donc, oui, puis avec tout ça, c'est ça. Ça, c'est les impacts de mon projet, fait que c'est super important. Avec les logiciels, dans le fond, les compagnies vont être en mesure de créer des matelas qui vont être plus adaptés aux patients. Donc, ça va permettre idéalement de limiter les lésions de pression dans les hôpitaux, puis ça va augmenter le bien-être des patients là, en général. Donc, ici, il y a bien une chose que j'aimerais que vous vous rappeliez de mon projet, c'est que si jamais vous avez à aller à l'hôpital, puis là, je le souhaite vraiment à personne, là, mais vous êtes mieux d'attendre peut-être 2-3 ans encore. Parce que là, les matelas, ils sont bons là, dans les hôpitaux, mais ils vont être encore meilleurs dans 2-3 ans. Fait que si vous êtes capable d'attendre, je vous le conseille. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que nous avons des questions? Tu as été très claire. Oui, c'est ça. Soit que je suis claire ou pas assez, on ne sait pas trop. Oui. Oui, donc... Oui, la question, c'est quand je fais des tests avec les participants, est-ce que la grandeur du participant vient influencer les profils que je fais tester? Puis oui, en fait, tous les profils qu'on fait tester s'ajustent à la grandeur de notre participant parce que souvent, ils sont par rapport au profil de distribution de masse de notre participant. Fait que nous, on va prendre des photos, puis on va noter leur grandeur, puis avec les photos, on est capable de trouver la répartition de leur masse à travers leur corps, puis le lit s'ajuste à la grandeur qu'on va lui envoyer, dans le fond. Est-ce que ce serait possible, dans ce cas-là, d'aller faire des matelas, pas sur mesure, mais selon des types, là, selon l'âge, selon une personne qui est alitée d'un hôpital, mais de pouvoir avoir différents types qu'un fabricant pourrait faire, dire, bon, regarde, j'ai 6 types de matelas, et selon l'estimation que vous en faites, orienter le choix. Ou vous vous orientez simplement sur un choix de matelas. Bien, c'est ça qui est comme encore semi-clair dans mon projet. Soit qu'on va vers des matelas vraiment personnalisés, parce que le meilleur des mondes, là, ça serait que chaque personne puisse avoir un matelas qui est personnalisé. Parce qu'on a tous des besoins différents, puis on a tous un peu des formes de corps différentes. Fait que c'est sûr que d'avoir plusieurs gammes de matelas, par exemple, pour plusieurs morphologies différentes, pour plusieurs poids différents, c'est sûr que ça serait optimal dans un but de confort puis de prévention de lésions de pression. Puis c'est de voir, nous, on travaille avec une compagnie fabricante de matelas thérapeutiques. Fait que c'est surtout de voir, eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec le logiciel. C'est toutes des possibilités qu'ils vont pouvoir avoir. Là. Fait que dans le logiciel, ils vont pouvoir dire, si j'ai une personne très petite, si j'ai une personne très grande, une personne plus âgée. Mais c'est de voir, eux, est-ce qu'ils veulent trouver un matelas qui convient au plus grand nombre de personnes ou s'ils veulent en concevoir plein qui conviennent à des plus petits groupes. Ça va être eux à voir par rapport à ce qu'ils veulent, par rapport à l'orientation qu'ils veulent avoir là, en tant qu'entreprise. Est-ce qu'on a encore une question? Oui. Oui, dans le fond, la question, c'est est-ce que je collabore avec des ergothérapeutes, des médecins ou des gens plus dans le domaine médical pour nous aider à améliorer notre produit? Donc oui, on a une infirmière qui est vraiment spécialisée dans le soin des plaies de pression spécifiquement. Donc elle nous aide beaucoup par rapport aux besoins dans l'industrie.
Puis on a aussi, on collabore en fait avec des sites cliniques, comme un peu avec le CHU. Fait qu'eux, on va aller les consulter pour voir c'est quoi les besoins, puis dans le fond, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les matelas pour les infirmiers, les infirmières, puis pour tous les patients. Fait que oui, on a une équipe multidisciplinaire pour nous aider là-dedans. On a encore le temps pour une question. Je pense que... Est-ce que l'idée, ça serait pas que ça comme ça, avec le matelas, il bouge, soit dynamique ultimement? Oui. Donc, la question, c'est est-ce que l'idéal, ça serait d'avoir un matelas comme dynamique qui bouge? Puis, il y en a en ce moment là, dans l'industrie. Fait qu'il y a des matelas qu'on appelle passifs puis des matelas qu'on appelle réactifs ou actifs. Dans le fond, les matelas passifs, c'est avec les matelas beaucoup de mousse, donc ils ne bougent pas. Puis les matelas actifs, c'est ceux qui vont bouger. Fait qu'en ce moment, il y a des matelas à air, par exemple, qui sont des compartiments d'air qui vont se dégonfler, se regonfler, se dégonfler, se gonfler, pour changer un petit peu les points de pression du corps de notre patient. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on voit dans l'industrie. Ça a ses avantages, ses inconvénients. Il y a des patients qui aiment vraiment pas ça parce que, bon, je vais exagérer, là, mais peut-être ça donne mal au cœur un peu. Toujours se faire bouger de même. On dirait qu'on est dans l'eau. Mais il y a des personnes qui vont aimer ça. Fait qu'il y a un petit peu des deux. Nous, on travaille beaucoup avec les matelas qui sont passifs, fait que beaucoup avec la mousse, pour essayer de pousser au maximum les capacités de ce genre de matelas-là. Ouais. Salut Sarah! Allô? Oui. Je ne sais pas si elle l'a dit pendant ta présentation, mais ma question, c'est chez tes participants, est-ce que c'est tous des participants sains ou il y a des participants qui ont déjà, dans le fond, des lésions de pression? Oui, fait que dans le fond, on vise une centaine de participants. Les 30 premiers, parce que moi, je fais beaucoup le projet, mais sur le côté. Fait que les tests chez les participants ont déjà été faits sur le dos. Puis moi, j'essaie de trouver la position la plus confortable sur le côté. Fait que les 30 participants, c'est vraiment ceux qu'on peut trouver, par exemple, à l'Uni. Fait que c'est beaucoup le même type de personnes. Mais avec les 70 autres participants, on va essayer d'aller répartir le plus possible les différents types de participants. Fait que c'est sûr qu'on va essayer de trouver des gens qui ont peut-être un peu... en tout cas, des gens un petit peu plus comme on peut retrouver dans les hôpitaux. C'est pas évident niveau plein de choses parce que, c'est ça, il faut quand même qu'ils se déplacent à l'Uni, mais on fait un effort de diversifier vraiment nos participants pour avoir accès au plus grand nombre de données. Merci. Merci beaucoup, Sarah. Merci à vous. Ne partez pas. Il y a la pause, vous pourrez lui poser vos questions. Et puis après aussi, toutes les présentations, si vous avez encore des questions, elle sera là. Merci. Merci.